Bon, eh ben, écoutez, on va y aller, hein. On est sur des thématiques qui sont un peu à la mode, hein, un peu médiatiques, un peu sensibles. Donc il y a pas mal d'écueils qu'on va essayer d'éviter. Bon, le trash, quoi, le trop spectaculaire. Oui, effectivement, dans le monde des crypto-monnaies, il y a des kidnappings de pauvres gens souvent, hein, parce qu'en fait, ce qu'ils veulent leur soutirer, c'est la clé, le mot de passe, la clé de 26 caractères qui leur permettrait d'accéder aux crypto-monnaies qui sont stockées quelque part dans ce qu'on appelle un portefeuille électronique. Mais bon, c'est pas sympa pour les kidnappés, mais c'est idiot pour les kidnappeurs, puisqu'en fait, souvent, le kidnappé ne la connaît pas, hein, et il a besoin même comme tout le monde, hein, des post-it, des feuilles de papier qui traînent quelque part dans un tiroir, d'où l'histoire du pauvre millionnaire virtuel qui a perdu son mot de passe et qui cherche depuis 20 ans ses 250 millions de dollars, mais il ne les trouvera pas, hein. C'est fini. Il fait partie de ceux qui ont eu des bitcoins au tout début. Il a dû mettre son mot de passe, on appelle ça une clé, hein, sa clé sur un papier, et il l'a perdu, point. Donc c'est impossible. Donc il y a effectivement c'est un secteur qui est relativement sulfureux, puisque derrière il y a comme tout ce qu'on ne connaît pas, hein, il y a des suspicions de mafia, de contournement, de blanchiment, voilà, hein, c'est sulfureux. Alors effectivement il y a beaucoup d'argent, mais pas plus que quelqu'un qui va braquer dans la rue une banque ou une bijouterie, hein. Là, on est dans le fantasme. Mais je répète, hein, c'est dommage pour ceux qui ont la malchance d'être ciblés, quoi. Voilà. Bon, on va essayer de rester un peu. Alors voilà, dans les écueils, il y a justement ça, le sulfureux, il y a le trop technique, hein. Si on est trop technique, moi, je pense que là, on est parti pour la sieste, hein. Et puis ça, oui, si on est vraiment dans la techno, dans l'informatique au sens de cette innovation qu'est la chaîne de blocs ou la blockchain, effectivement, ça peut être très déroutant, hein. Il y a un troisième écueil qui est l'anglais. Évidemment, c'est que des mots anglais, hein. D'ailleurs, même Cécile, tout à l'heure, a dit que je travaillais sur le cloud computing. Bon, ça s'appelle l'informatique en nuage. Mais bon, on dit cloud computing, ça fait mieux. On dit le halving. Enfin, il y a plein de mots d'anglais qui ont des correspondances en français. Donc, je vais essayer de rester sur les correspondances françaises. Je vais faire les mêmes efforts que font nos amis canadiens et québécois, quoi. Voilà. Sinon, on n'en sort pas, hein. Bon. Déjà qu'on n'est pas en grande forme, c'est en plus les quelques mots français qui existeraient, on ne les utilise pas sous prétexte que ça fait mieux de parler anglais. Là, on est fichu. Un autre écueil qui est effectivement dans ce type de titre, c'est de parler de choses sans les avoir définies, hein. Ce sont des mots, des concepts, des technologies, mais bon, derrière, il y a des définitions, il faut qu'on soit à peu près carré là-dessus. Sinon, on parle dans le vague, hein. Voilà. Déjà, on va commencer tout de suite par crypto-monnaie. Non, la crypto-monnaie, non. Crypto-actif, hein. Pour la Banque de France, les crypto-monnaies n'existent pas. Voilà, ce ne sont pas des monnaies au sens strict. Il n'y a pas l'instrument de paiement et la réserve de valeur et l'instrument d'échange. Il n'y a pas les trois dimensions d'une monnaie, donc ce ne sont pas des crypto-monnaies, mais des crypto-actifs. Voilà. Donc voilà les mots, essayez de définir correctement de quoi on parle. Deuxième, un autre écueil que je vois aussi, c'est de sortir aussi du thème, hein. D'ailleurs, ce titre, j'en suis pas fier, parce que c'est vrai qu'il part dans tous les sens, hein. Disruption financière, ce que je veux dire par là, c'est que l'arrivée de nouveaux moyens de paiement
basé sur de l'électronique, hein, ça pose des problèmes au système actuel. OK. Mais bon, disruption, le dollar, pour le moment, il s'en fout, hein, du Bitcoin. Hein, pour le moment. Donc, l'euro aussi, le yuan aussi. Hein, l'écueil, ce serait de croire ou de se croire trop beau. Non, non. La réalité, c'est qu'un supertanker qui part d'Arabie Saoudite avec 400 000 tonnes de pétrole et qui va à Rotterdam, il est encore payé en dollars. Voilà. Ou en euros, parfois, mais vraiment 100% en dollars. Quand on le paiera en Bitcoin, en Ethereum, en Ripple, peut-être que là, on pourra parler de disruption financière. Mais bon, non, pour le moment, on parle de petits coins. J'aime bien ce jeu de mots, mais déjà, là, je suis parti. Coin, coin. Voilà. Bon. Donc, de ce petit coin dans la mécanique, hein, de la régulation financière mondiale. Donc, tout ça, ce serait un autre écueil, de sortir du thème qui est la crypto-économie et de revenir à la régulation financière internationale qui est un énorme problème, mais qui n'est pas le nôtre. Qui n'est pas le nôtre. Là, je vous parle de tous les écueils dans lesquels on ne doit pas plonger, mais évidemment, je vais rentrer dans certains, c'est clair. Un autre écueil, c'est justement la régulation. La régulation, c'est du droit. Hein. C'est du droit, c'est du juridique. Hein. J'ai le droit, j'ai pas le droit. Tout à l'heure, je vous ai dit monnaie ou pas monnaie. Derrière, il y a des règles de droit. Hier ou avant-hier, les députés en commission budgétaire ont voté le fait que les crypto-actifs étaient des actifs improductifs. Donc, qui rentrent dans le patrimoine improductif, donc ils sont assujettis à... voilà, donc hier ou avant-hier. Bon, et je suis... Pourquoi pas, hein, c'est pas grave. Mais là, on arrive dans le droit. Hein, on arrive dans le droit, qu'est-ce que c'est? Et j'ai regardé un petit peu l'amendement, parce que c'est un sous-amendement d'un amendement. J'ai regardé, et déjà, les députés eux-mêmes, visiblement, ils ne maîtrisent pas... OK, très bien. Actif, improductif. Bon, donc voilà, un écueil, ce serait d'être un peu trop juridique. L'autre écueil, c'est effectivement les acteurs. Alors les acteurs institutionnels, les acteurs économiques, les acteurs, les consommateurs, hein, lambda, etc. Donc c'est toute une espèce de... Les kidnappeurs, hein, la mafia, etc. Tout ça, ce sont des acteurs de cette nouvelle économie qu'on appelle la token économie. T-O-K-E-N, économie, donc qui est basée sur un token qui est un bloc, en gros, de la chaîne de blocs. Mais en gros, tout ça, c'est token économie. Alors, on va commencer, je vais être... ça va être relativement magistral, au sens, voilà, je vous donne des définitions, et puis on essaye d'être d'accord sur des termes. Donc, je mets mes lunettes. Alors, la crypto-monnaie, c'est une crypto-monnaie ou un crypto-actif. Je répète, pour la Banque de France, il n'y a pas de monnaie. Hein. La monnaie légale en France, ça s'appelle l'euro. C'est tout. Il n'y en a pas d'autre. Seul l'euro a cours légal. Et seul l'euro est valide ou validé par la Banque de France pour éteindre une dette. C'est tout. Le reste, c'est du gré à gré si vous voulez, mais ça n'intéresse pas les autorités financières. Donc, une crypto-monnaie ou crypto-monnaie dite crypto-actif et crypto-devise, monnaie cryptographique, crypto-monnaie ou encore jeton numérique. Le token, c'est ça, c'est le jeton. Est une monnaie électronique, donc c'est un actif numérique, il n'a pas de réalité physique. Il n'y a pas de réalité physique. Il n'y a pas de... Là, il y a des pièces. Ça n'existe pas, un Bitcoin pièce. C'est une vue de l'esprit. Donc, c'est une réalité numérique émise de pair à pair, donc de pair à pair, un particulier vers un autre particulier, sans nécessité de banque ou de banque centrale, ni d'intermédiaire humain. D'accord ? Donc, il n'y a pas une banque qui est derrière et qui valide la transaction. Il n'y a rien. Il y a juste des pairs, au sens des humains,
qui ont accès à la transaction et qui disent, bon, ok, très bien, je sais qu'elle a existé, je sais que Marc Bidan a donné 100 à Éric Bidan, je le sais parce que la transaction est publique, elle est dans ce qu'on appelle un registre, et bon, ok, je la valide. Je vous dirai tout à l'heure comment il valide effectivement. Mais voilà, il n'y a pas d'intervention institutionnelle, c'est juste du gré à gré. Hein, et ce gré à gré, il est humain. Ce sont des humains qu'il y a derrière. Alors, après, ça veut dire qu'il y a un réseau informatique qui est décentralisé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de grand chef. Hein, tous les petits ordinateurs sont les uns avec les autres, et il n'y a pas de hiérarchie basée sur une blockchain, chaîne de blocs en français. Alors là encore, moi j'aime bien le terme de chaîne de blocs. Pourquoi on dirait blockchain, mais bon, pourquoi pas, hein, mais chaîne de blocs, c'est très joli. Intégrant des technologies de cryptographie dans les processus d'émission et de règlement des transactions. Cryptographie, votre WhatsApp, il est crypto. Hein. Vos transactions, vos messages sur WhatsApp, ils sont cryptés, ils sont chiffrés. Voilà. Bon, la cryptographie, c'est des hiéroglyphes. Hein. C'est un code qui permet de masquer la réalité du message. C'est ça, crypto. C'est tout. Alors, sauf que le code-là, il est complexe, mais il n'est pas plus complexe que ce qu'a déchiffré Alan Turing pendant la guerre. Bon. Alors, voilà une crypto-monnaie. Donc, c'est un espèce d'objet un peu ésotérique, mais qui a une particularité, c'est que c'est basé seulement sur l'informatique, sur des ordinateurs. Alors, après, le fameux token ou jeton numérique, en gros, hein, ça va être un jeton, donc c'est un objet numérique qui va permettre de protéger la réalité de ce qu'il y a derrière. En gros, c'est une espèce de masque, quoi. Hein. Et alors, il est dit en droit que ce jeton est fongible ou non fongible, selon qu'il peut être remplacé par quelque chose. Bon, là, on commence à être dans le costaud. Alors, je passe juste après. Et vous avez peut-être entendu parler des NFT. Ça, c'est des sigles. Hein. Alors, parce que si vous avez une fameuse blockchain qui relie des ordinateurs dans le monde, là, je ne peux pas y avoir accès. Mais c'est trop compliqué. Pour un esprit humain, c'est trop compliqué. Il y a trop d'informations. Par contre, je peux vous donner un jeton, une clé, qui permet d'accéder à cette blockchain. S'il est fongible ou s'il est non fongible, ça change tout. Alors le NFT, vous avez entendu parler c'était sur des œuvres d'art, par exemple. Hein, des œuvres d'art, voilà. Donc moi, je vais vous faire une œuvre d'art sur ce mur orange, là. Et je vais vous vendre, non pas l'œuvre d'art sur le mur orange, mais un espèce de lien qui permet d'arriver sur l'Internet à la représentation de cette œuvre d'art. D'accord? Un lien, comme une adresse web, si vous voulez. Mais vous êtes le seul à l'avoir. C'est pour ça que vous pouvez être le propriétaire de cette œuvre par l'intermédiaire de votre jeton numérique. Et c'est pour ça que des NFT, ça peut coûter cher. Derrière, il peut y avoir un Picasso ou autre chose. Hein. Il y a une œuvre réelle derrière, et moi, je vous vends le droit d'accéder à cette œuvre de façon prioritaire et unique. Et c'est ça que je vous vends. Je ne vous vends pas l'œuvre. Non fongible, ça veut dire que je peux pas... Ça me permet de rejoindre l'œuvre, mais je ne peux pas vous vendre l'œuvre. OK. Alors, et ça c'est... ce jeton, il est stocké, il est authentifié grâce à le fameux protocole de la blockchain. Alors, vous allez voir, je vais rentrer dedans, hein, auquel est rattaché un identifiant numérique qui le rend unique et non fongible. Le fameux identifiant numérique, c'est le fameux code. C'est pour ça qu'on kidnappe monsieur un tel ou madame un tel pour trouver le code de ce jeton qui permet d'arriver à l'œuvre d'art qu'il y a sur ce mur ou au portefeuille de Bitcoin qui est quelque part stocké à New York, à Dublin ou à Paris. Et moi, si j'ai la clé, si j'ai ce jeton, c'est bien un jeton, si j'ai ce jeton, j'ai accès à l'œuvre qu'il y a derrière. Ça peut être un diplôme. Ça peut être un diplôme. Je sais que dans la classe, j'ai des anciens collègues. Donc nous, on a fait des cérémonies de diplôme avec des
des papiers, hein, on signait. Et bien maintenant, bon, je pense que j'ai pas mal de collègues qui sont revenus au papier. Parce que le gamin, vous pouvez lui, ben, je ne sais pas, donner, offrir un pauvre code qui sera son diplôme. Eh oui, le diplôme d'ingénieur ou d'avocat, eh ben, c'est un bout de papier. Mais moi, je peux créer un lien virtuel vers ce bout de papier et qui le sécurise, c'est-à-dire vous êtes le seul à le connaître. Et c'est ça que je vous remets le jour de la cérémonie de diplôme. Les parents ne sont pas contents. Les parents, ils ne sont pas contents, ils aiment le beau diplôme avec le petit chapeau qu'on lève, voilà. Mais là, on est au cœur de la problématique. Hein. Bon, voilà, on est dans le numérique, on est dans le virtuel. Bon, ben, est-ce que 26 caractères, c'est la même chose qu'un joli diplôme imprimé par l'imprimerie nationale avec des tampons, des signatures bon. Je crois que c'est la même chose avec la monnaie. Hein. Est-ce qu'un billet de 100 €, c'est la même chose que... bon. Donc là, je crois qu'on est vraiment sur des aspects qui ne sont pas juridiques, parce que juridiquement, ce diplôme ou ce NFT, il a une réalité, mais qui sont sur des aspects presque fantasmagoriques. Quoi, hein. Bon, je fantasme quelque chose. OK, alors après, ce jeton, ce token, il a des droits de propriété. Vous êtes le seul à l'avoir, donc vous êtes propriétaire. Et derrière, c'est un objet réel, mon fameux tableau, ou virtuel, un bitcoin, un Ethereum, une monnaie. Donc là, on commence à hybrider un peu les genres. Parce que tant que c'est un objet réel, c'est facile à comprendre. Mais là, ça peut être aussi un objet virtuel. Et donc un contrat, un diplôme, un acte de propriété. Alors, c'est là qu'on va rentrer dans quelque chose qui est intéressant, et je vais le dire tout de suite. Est-ce que vous faites plus confiance, on appelle ça un tiers de confiance, vous vendez votre maison, ou vous avez votre diplôme, vous faites plus confiance à un notaire, qui est un tiers de confiance humain, qui va signer un document, et ce document, il est authentifié parce que lui, il a l'autorité, notarié. Donc il a la légitimité, l'autorité de noter votre document. Et donc votre maison, elle est à vous, ou vous l'avez vendue. OK, tiers de confiance humain. Mais, si Marc Bidan vend une maison à Patrice Saint-André, eh ben, on peut très bien passer par un jeton, une garantie électronique. Et dans ce cas-là, ce fameux tiers de confiance, il n'est plus humain, il est électronique. Si j'ai la preuve que ce document est unique, non falsifiable, authentique, eh ben, monsieur le notaire, il peut disparaître. Et puis je peux me satisfaire de ce document qui authentifie la transaction. D'accord ? Tiers de confiance humain ou tiers de confiance électronique. Tout repose là-dessus. Parce que si on va plus loin, la monnaie, je crois que c'est juste après, si on va plus loin, la monnaie, ça là, ça s'appelle une monnaie divisionnaire, parce que je peux la diviser. Elle fait partie des monnaies fiduciaires, les pièces et les billets. Parce que la confiance, fido, j'ai confiance. OK ? Eh bien, qu'est-ce qu'il y a derrière ? Il n'y a rien. Il y a la Banque de France. Plus exactement, il y a la Banque Centrale Européenne, qui me dit que si je vais chez un commerçant, normalement, je peux acheter quelque chose qui vaut 20 centimes. Mais s'il n'y a pas la Banque Centrale derrière, ça ne vaut rien. Ça ne vaut rien. Donc pourquoi moi, je n'irai pas chez mon commerçant avec autre chose que ce jeton ? Cette autre chose serait purement numérique. D'ailleurs, vous n'avez qu'à voir, hein, les téléphones, on est déjà dans le paiement numérique. Le paiement numérique, c'est quoi ? C'est je fais confiance à quelque chose d'autre qu'un humain. Je fais confiance à quelque chose qui est électronique. Bon. Mais là, le paiement, pour le moment, si vous avez payé avec votre carte bancaire sans contact ou votre téléphone, pour le moment, le paiement, c'est juste le moyen de paiement que vous avez changé. L'un est physique, l'autre est électronique, mais derrière, il y a toujours une monnaie qui s'appelle l'euro.
D'accord? Toujours. Maintenant, si, en plus de ma carte bancaire sans contact ou de mon téléphone, etc., je fais une transaction qui est plus basée sur un euro, mais sur un Ethereum, par exemple, une fameuse monnaie électronique, et bien là, il n'y a plus de tiers de confiance humain. Là, je fais juste confiance à quelqu'un in the cloud qui vérifie que la transaction, elle est valide, authentique, infalsifiable. Et ce quelqu'un, je ne sais pas qui c'est, puisque ce sont des millions de personnes qui ont accès à ma transaction, dans le cadre d'un registre, d'un grand annuaire qu'on ouvre. Des millions de personnes vont dire, oui, Marc Bidan a acheté au bureau de tabac, a acheté Ouest France pour la somme de 1,90 €. Non, ça c'est le courrier du Pays de Ré, 1,90 €. D'accord? Donc, on est là sur ce qu'on appelle les tiers de confiance. Est-ce que je fais confiance à un humain? Et dans ce cas-là, institutionnellement, la monnaie, c'est l'euro, puisque derrière l'humain, il y aura Christine Lagarde, la présidente de la Banque centrale européenne, ou le gouverneur de la Banque de France, c'est un humain. Et je postule qu'il est infaillible, qu'il ne va pas faire de bêtises, puisque j'ai confiance en lui. C'est mon tiers de confiance qui garantit la transaction. Mais si je n'ai pas confiance, là je parle des grands, hein, mais ça peut être un notaire. Un notaire, ça peut faire des bêtises. Et donc dans ce cas-là, moi j'ai plus confiance dans ce tiers de confiance et je vais aller vers une autre garantie de la transaction qui sera justement la fameuse chaîne de blocs ou blockchain qui va juste être tout le monde dans cette salle qui a accès à par l'Internet et donc par son ordinateur, à la réalité d'une transaction. En gros, pour faire simple, je prête 100 € à madame B. Madame, sur Internet, dit « Ok, j'accepte les 100 € de A ». Voilà, on a fait une transaction. Et vous êtes 500, 1000 à valider cette transaction par votre seule observation de la transaction. En gros, c'est ça. Alors après, il y aura ce qu'on appelle, je vais voir ça tout à l'heure, hein, les preuves de travail, preuves d'enjeu. Mais sinon, globalement, la chaîne de blocs, c'est des millions d'observateurs qui vérifient la réalité de ce qu'on vient de faire, c'est-à-dire 100 € qui partent de A et qui vont vers B. Et B qui accepte les 100 €. D'accord? Et je mets ça dans un grand registre. Et ce registre, il est ouvert à tous. Là, c'est ce qu'on appelle une chaîne de blocs publique. Si ce registre, je le ferme et je le mets ouvert que à nous, les 500 dans cette salle, je viens de créer une chaîne de blocs privée. D'accord? Tout le monde peut voir chaîne de blocs publique, des milliards, hein, tous ceux qui ont accès à un ordinateur et à Coinbase, et au lieu où est stockée la transaction. Des millions. Mais si maintenant je dis je ne veux travailler qu'avec les 500 personnes de cette salle, je crée une chaîne de blocs privée, et dans ce cas-là, on a le droit de faire des transactions entre nous. La confiance, ce ne sera pas un humain, ce sera 500 humains différents qui passent par un objet qu'on appelle une chaîne de blocs avec, donc c'est ça, ce fameux réseau informatique décentralisé. Alors, ce qui est important là-dedans, vous avez vu, je vous ai déjà perdu. Hein. Bon. Attendez, hein, c'est pas si simple. C'est pas si simple. Alors, on est donc dans des droits de propriété, des droits d'authenticité, etc. Alors, je continue. D'où on vient? On vient de loin, hein, parce qu'en fait, toute cette invention, là, la fameuse chaîne de blocs, blockchain, sur laquelle reposent les crypto-monnaies, elle date il y a une petite vingtaine d'années, 2008-2009. Bon. Parce que c'est ça qui est original dans cette histoire. La chaîne de blocs a été inventée comme le moteur d'une automobile qui s'appellerait Bitcoin. C'est tout. La chaîne de blocs, qui est une invention géniale, n'a été faite par notre ami, on ne sait pas qui c'est. Hein. Bon, il a un nom à consonance vendéenne ou basque. Bon, non, mais on ne sait pas qui c'est. Bon, probablement une équipe.
Mais cette invention-là qui est sortie en 2008, elle est bizarrement portée pour quelque chose qui est moins génial qu'elle. Je m'explique. Le moteur, c'est la blockchain. La carrosserie qu'il y a autour, c'est le Bitcoin. Bon, moi, je suis convaincu que le Bitcoin peut fonctionner, mais bon, il y aura quand même des petits problèmes institutionnels. En gros, l'euro ne va pas se laisser manger comme ça. Mais la vraie invention, ce n'est pas le Bitcoin. C'est la chaîne de blocs, c'est son moteur, qui, elle, n'a rien à voir potentiellement avec la monnaie. Je vous ai dit, ça peut être une chaîne de blocs qui garantit la réalité d'une œuvre d'art, la réalité d'un diplôme, la réalité d'un conteneur qui part de Shanghai et qui arrive à Saint-Nazaire. Voilà, telle transaction. Une chaîne de blocs, c'est une chaîne qui enregistre des transactions. Point. Et elle les enregistre de façon massive et normalement infalsifiable parce qu'il y a tellement de gens qui ont accès à la vérification que normalement, ce n'est pas possible de falsifier. Après, je vous expliquerai qu'il y a des intervenants qu'on appelle les mineurs et qui vont en plus en rajouter une couche en disant, voilà, j'ai travaillé, j'ai fait résoudre des problèmes computationnels, en fait des casse-têtes chinois, si vous voulez. J'ai fait résoudre des casse-têtes chinois à mes ordinateurs, ils ont réussi, donc je valide tel bloc. Et on passe au suivant. Mais globalement, la vraie originalité, ce n'est pas le Bitcoin. C'est le moteur qui est derrière. Moi, j'en suis convaincu. Et le Bitcoin, maintenant, il y en a des milliers. Et la chaîne de blocs, ça n'a pas beaucoup bougé. On a juste un peu évolué sur comment je valide la transaction. Voilà. Avant, les premières opérations de validation d'une transaction entre A et B étaient lourdes. Preuve de travail. Proof of work. C'était lourd, ça demandait beaucoup d'énergie, beaucoup de calculs, etc. Maintenant, on a un tout petit peu allégé cette charge de la preuve. Là encore, c'est un terme juridique. Et on est plutôt sur des preuves of state, d'enjeu. Et on revient au... Bon, il y a 500 personnes qui disent « OK, c'est vrai ». C'est moins énergivore que 500 personnes qui font travailler l'ordinateur pour résoudre un problème et pour dire que c'est vrai. Alors, donc on va essayer d'arrêter de parler de crypto-monnaie et on va parler de crypto-actifs, puisque, bon, moi je suis un fonctionnaire de l'État français, la Banque de France me dit que une crypto-monnaie n'est pas une monnaie, bon, ok, c'est un actif. Alors un actif, ça ne veut pas dire grand-chose, hein. C'est une maison, c'est une voiture, c'est des actions, c'est de l'or, voilà, c'est un actif. Et bien donc j'ai maintenant un objet qui s'appelle Bitcoin, qui s'appelle Ethereum, qui s'appelle Ripple, et qui va être dans mon portefeuille de crypto-actifs. Alors, on ne va pas rentrer là-dedans, mais effectivement, toute la complexité technique, elle va être non pas dans le Bitcoin en lui-même ou la crypto-monnaie, elle va être dans la validation de la réalité de la transaction. Hein, c'est vraiment ça qu'il faut comprendre. Cette blockchain, c'est quelque chose d'assez simple. Ce qui n'est pas simple, c'est que chaque bloc est validé consécutivement. Voilà. Hein, la chaîne, c'est la noire. Et pour qu'un bloc noir soit validé, il faut que je travaille, que je fasse travailler mes ordinateurs. Et c'est ça qui n'est pas simple. C'est ce qu'on appelle le problème du consensus. Mais effectivement, tout dans la chaîne de blocs est enregistré, tout. 100% de la vie de la transaction et des transactions sont enregistrés, tous. C'est ça qui coûte cher en termes d'énergie. Parce que quand je déclenche des calculs sur un conteneur qui part de Shanghai pour aller à Montoire avec des pièces automobiles, eh ben je repars à zéro. Je retravaille sur l'intégralité de la chaîne en vérifiant que tout est vrai dans ce que j'ai fait. Et c'est ça le caractère énergivore de la blockchain. Énergivore en termes d'électricité. Hein. D'électricité, d'eau, parce que derrière, il y a des data centers, etc. Au tout début, on pouvait le faire avec un ordinateur, en 2008. Maintenant, il n'est pas possible. On le fait avec des fermes de minage, qui sont des centaines, des milliers d'ordinateurs. En général, elles sont localisées là où l'électricité n'est pas chère. Et si l'électricité est chère, elles vont ailleurs.
dans les années 2015, c'était le Kazakhstan. 2015-2018, là. Et chez nous, pendant les crises énergétiques, tous les grandes fermes de minage sont parties. Ils sont partis là où... Sinon, en fait, c'est pas rentable. Bon, donc je reviens. Et là, on va partir sur les problèmes historiques. Donc, on est en 2008-2009 pour l'invention. Hein, l'invention, c'est une invention ex nihilo. On ne lui a rien demandé à notre ami là. Il sort ça. Alors, je vais vous expliquer pourquoi il sort ça. Mais c'est vraiment quelque chose d'original. Et derrière, il y a donc des évolutions récentes. Mais globalement, ça n'a pas beaucoup bougé en termes de blockchain. Ça a bougé en termes de crypto, les crypto-actifs qu'il y a derrière. Mais en termes, le moteur, ça reste un diesel à injection DCI 1,5 litre Renault des années 2008. Voilà. Alors, maintenant, on va essayer de sortir de cette bizarrerie-là financière ou monétaire pour revenir à qu'est-ce que c'est que la régulation. Pourquoi on régulerait ça? La question, c'est ils font de mal à personne, à part un ou deux kidnappings de temps en temps. Pourquoi on régulerait cette histoire? Pourquoi les institutions mettraient leur nez dans cette crypto-économie? Bon. Eh ben, c'est qu'on touche à quelque chose de compliqué qui s'appelle la monnaie. La monnaie. Et la monnaie, ce n'est pas une marchandise comme une autre. La monnaie, c'est la souveraineté. Et donc, réguler des marchés, depuis longtemps, c'est ne pas faire confiance au marché. Ne pas faire confiance qu'au marché. Voilà. Il peut se tromper. La concurrence peut ne pas être pure et parfaite. Et oui, il peut y avoir des failles dans la transparence, dans les comportements des acteurs. Il peut y avoir des monopoles, des oligopoles, des monopsones, des oligopsones, etc. Donc des situations qui font que le marché ne fonctionne pas bien et qu'on a intérêt, les États, à le réguler. Le marché de la santé, le marché de l'université, le marché de l'université, le marché de l'enseignement supérieur, le militaire, etc. Il y a des marchés sensibles qu'il n'est pas idiot de ne pas laisser 100% au marché. D'accord ? Je ne vais pas dans les aspects politico-capitalistiques, hein, c'est pas mon propos, c'est juste qu'on postule qu'on est dans un État qui s'appelle... on est dans une économie qui s'appelle une économie capitaliste. Les moyens de production sont la propriété des capitalistes, en gros du capital. Et ce que les autorités se disent, même aux États-Unis, c'est que si on laisse le marché travailler sans le réguler, sans mettre quelques garde-fous, eh ben, c'est le renard dans le poulailler. Hein, c'est l'expression... voilà, c'est tout. Les forts vont gagner, les faibles vont disparaître. Donc, on a intérêt à mettre des bornes, des cadres, et pas que juridiques. Il y a des institutions qui ont l'autorité du marché financier. L'ARCOM, l'autorité... je ne sais plus, qu'est-ce qu'elle fait, elle? C'est celle qui a mis la chaîne Ouest France, là? Novo? J'ai rien dit. Je respecte la chaîne Ouest France, Novo, sur le canal 18 ou 19, un truc comme ça. 19. Bon, régulation. Autorité de régulation. Je suis l'État et j'ai le droit de dire ça je veux pas et ça je veux. Pour le bien des enfants, des parents, etc. Les poupées de Shine, là, c'est un scandale. Sauf que ce scandale, il a une possibilité d'être traité parce qu'on a la DGCCRF, Direction Générale de la Concurrence et de la Répression des Fraudes. Voilà. S'il n'y avait pas, eh ben allez, c'est open bar, hein, on peut y aller. Hein. D'accord ? Et on sait très bien que les marchés, dans leur globalité, s'ils ne sont pas régulés, eh ben ça s'appelle tout simplement la jungle.
Sur Internet actuellement, on parlera plus tard, beaucoup plus tard des IA génératives, mais sur Internet actuellement, ce n'est plus, les réseaux sociaux n'informent plus, hein. C'est de l'opinion, c'est de la manipulation. Ça a été de l'information. Au tout début, il y a eu de l'information. Maintenant, les réseaux sociaux n'ont pas vocation à informer. Ils ont vocation à relayer du buzz. Et le buzz, c'est la haine, c'est la méchanceté, c'est l'humour, c'est le porno, etc., etc. C'est ça. Et donc, moi, je suis une entreprise privée, je m'appelle Meta, je m'appelle Alphabet, je m'appelle Amazon. Eh bien, je vais là où j'ai de l'argent à gagner, hein. Et l'argent à gagner, c'est pas la vidéo de la conférence de Marc Bidan. C'est pas ça. C'est des poupées qui ressemblent à des gamines, etc., etc. Voilà. L'Internet, comme tous les espaces capitalistiques, tous, eh ben, je vais là où ça rapporte de l'argent. Et c'est normal. Derrière, ce sont des entreprises privées. Si on n'est pas content, on n'a qu'à créer l'Internet de l'État. On ne sait pas faire. Donc, on laisse les entreprises privées agir et on essaye, nous, de les réguler. Bon, voilà. Et donc ça, c'est les travaux de Aglietta, etc., sur la théorie de la régulation. Et c'est pas si vieux que ça non plus, hein. C'est les premières crises pétrolières, en fait, hein. 71, 76, etc. Quand on s'est dit, bah, tiens, ah bon, ça peut ne pas fonctionner. Parce qu'on sortait des 30 Glorieuses, tout allait bien, il fallait des voitures, des frigos, pour tout le monde, tout était à reconstruire. Donc voilà, le marché fonctionnait sans avoir de vrais besoins de régulation. Quand il a commencé à se gripper, eh ben, il a fallu intervenir pour encadrer les loyers, encadrer les prix, la baguette. La baguette n'a pas le droit d'être vendue au-dessus de ça, mais pas en dessous de ça, etc. Régulation, cadre. Et je répète, s'il n'y a pas de jugement de valeur, mais heureusement qu'en Europe, on est dans des zones d'économie un peu régulées. Un peu régulées. Heureusement. C'est un luxe, c'est une chance qui fait que tout n'est pas permis. Après, effectivement, sont arrivées les problématiques monétaires. Alors, les problématiques monétaires, je suis filmé, donc je vais le dire, mon PowerPoint, il est vraiment nul. S'il y a un étudiant qui me fait ça, il est mort, hein. Le moins possible de texte, des logos, des photos, des flèches et tout. Donc moi, j'ai rien de bien. Si, le seul truc que je demande, c'est le lien. Mais bon. Mais je ne fais moi-même de moins en moins de beaux PowerPoints parce que ça oblige les étudiants à regarder, lire et écouter. Parce que si vous mettez des images, tout le monde est content et en une demi-heure, tout le monde dort. Hein, le PowerPoint rend l'étudiant feignant et le prof mauvais. Ça, j'en suis convaincu. Allez, donc, régulation des marchés. Globalement, bah, vous avez plein de... Le Conseil supérieur de l'audiovisuel, l'ARCOM dépend du CSA. Hein. La Commission de la régulation de l'énergie, le fameux chèque énergétique là, qui va arriver, bon ben voilà. L'autorité de régulation des électroniques et des postes, l'ARCEP, etc. Bon voilà, on a en France et en Europe au sens large des institutions dont le rôle est d'écrire des règles du jeu. Et c'est bien, à condition que les règles du jeu soient... alors c'est là qu'on va rentrer dans un débat, nous on se met une balle dans le pied en proposant des règles du jeu que la Chine et les États-Unis ne respectent pas, et non seulement ne respectent pas, mais rigolent. Voilà. Donc nous, effectivement, on tient debout, on est les chevaliers de l'impossible, et on régule, et on interdit. Voilà, bon, on pourra parler plus tard des IA. Heureusement qu'on interdit des choses, parce que sinon... et la Chine et les États-Unis, eux, c'est rien, surtout rien, pas d'intervention. Le marché doit fonctionner le moins mal possible, le mieux possible, donc sans intervention, donc sans régulation. Et c'est terrible. Alors, dans la sphère financière, vous avez l'AMF, l'autorité des marchés financiers, l'autorité de contrôle prudentiel de la résolution, donc ça c'est plutôt sur les aspects boursiers, l'autorité bancaire européenne, la Banque centrale, la Banque de France pour une part, elle va veiller à la stabilité financière, elle va veiller au fait qu'on ne soit pas trop endetté, que le budget ne soit pas trop déficitaire, qu'on présente des comptes un peu propres. Hein. L'État se permet quelque chose que le
le père ou la mère de famille ne se permet pas. Hein. Mais bon. Eh bien, regardez en bas, on se le permet parce qu'on peut battre et frapper monnaie. Justement, là, on rentre dans quelque chose de compliqué. C'est la monnaie. La monnaie, ce n'est pas un bien comme les autres. Je suis endetté. Ben, c'est pas grave. Je vous dois combien, monsieur le Bénin ou madame la Chine? Vous me devez 800 milliards de dollars. De 800 milliards d'euros. Pas de problème, je vous fais un chèque. Un chèque sur la Banque Centrale Européenne. Voilà. On a le pouvoir de battre monnaie. Au sens féodal du terme. Oui, c'était des pièces en métal avec battre ou frapper monnaie. Et c'est ça la souveraineté de la monnaie. Les États-Unis sont le pays le plus endetté du monde. De très loin. Pas de problème, puisqu'ils ont le dollar. Tant que le monde acceptera le dollar comme monnaie d'échange mondial, les États-Unis ne sont pas embêtés par leur dette. Il suffit de battre monnaie, la planche à billets. C'est vrai, c'est vrai. Et même nous. Même l'Europe, on a la chance d'avoir une devise internationale, c'est-à-dire une monnaie qui est acceptée dans 99% des cas ailleurs, eh bien, profitons-en. Du moment que le créancier croit en le prêteur, tout repose là-dessus. Et la confiance, c'est que, oui, on va prêter à l'Europe parce qu'on croit qu'un jour, elle va nous rembourser. Oui, on va prêter aux États-Unis parce qu'on croit qu'un jour, ils vont nous rembourser. Oui, je vais prêter à la Chine parce que je postule qu'elle va nous rembourser. Je ne vais pas prêter au Soudan. Je ne vais pas prêter au Venezuela en ce moment. Je ne vais pas prêter à l'Argentine il y a 20 ans. Je ne vais pas prêter à l'Allemagne en 1923. Parce que soit ma dette ne sera pas remboursée, soit sera remboursée en monnaie de singe, c'est-à-dire une monnaie qui ne vaut plus rien. D'accord ? Donc là, on est face à quelque chose qui est relativement simple à comprendre. Le système monétaire international repose sur des monnaies qu'on appelle des devises. Et il n'y en a pas des milliards. Là, je parle, mais c'est pas la même. C'est juste pour vous perturber, pour voir qui suit. Les devises dans le monde, celles qui sont capables de payer un super tanker qui part de Riyad et qui va à Rotterdam ou qui va à Shanghai, il y en a 4 ou 5. C'est le dollar, c'est l'euro, c'est le yuan, c'est le yen. Livre sterling un petit peu, parce qu'ils ont encore le Commonwealth. Et puis voilà, c'est tout. Après, c'est compliqué. Peut-être le baht thaïlandais, peut-être. J'en sais rien. Mais c'est justement c'est du gré à gré, c'est de la confiance. Et on a la chance d'avoir une devise qui s'appelle l'euro, dans laquelle nos interlocuteurs, qui sont nos créanciers ou nos prêteurs, croient. Voilà, c'est tout. Et donc, que vient faire le Bitcoin là-dedans? Eh bien, il vient perturber le système, parce qu'il propose quelque chose d'autre, en dehors des banques centrales. Et il perturbe le système parce qu'il y a certaines personnes qui commencent à dire, bah tiens, pourquoi pas utiliser une crypto-monnaie, puisque moi, votre banque centrale, là, l'américaine, j'y crois pas parce qu'elle est surendettée, l'Europe, j'y crois pas parce que vous régulez trop, les Chinois, j'y crois pas parce que votre marché intérieur va s'écrouler. Allez, hop, je vais essayer un crypto-actif, pourquoi pas? Confiance. Bon, en gros, les monnaies actuelles, c'est les monnaies, donc les pièces, on appelle ça divisionnaire, c'est parce que je peux les diviser. Les billets, tout ça, c'est pièces et billets, c'est des monnaies fiduciaires. En fait, elles ont une réalité physique. Après, il y a la monnaie scripturale, c'est votre compte bancaire. Quand vous faites un virement à quelqu'un, bon, c'est un plus ici et un moins là. C'est une monnaie scripturale, c'est 90% des échanges en Europe. Et les monnaies électroniques, alors les monnaies électroniques, c'est pas les crypto-monnaies, c'est les monnaies électroniques qui sont, c'est le e-euro. Le e-euro existe. Bon, marginal, mais il existe. Il n'est pas basé sur la blockchain, il est basé sur la banque centrale, le fameux tiers de confiance. Vous êtes sur Banque de France. Et quel était le problème? Eh ben, le problème, c'est, tout à l'heure, j'ai entendu quelqu'un qui a balancé le mot magique, l'or.
Il est l'or. C'est l'or. Qu'est-ce que vient faire l'or là-dedans? Eh bien, l'or, elle est comme le bitcoin. Elle perturbe le système. Alors que ce n'est pas une monnaie. L'or n'est plus une monnaie depuis Richard Nixon en 1971. Le Nixon Choc. Avant, c'était une monnaie. Puisque je pouvais demander 35 $ pour une once d'or. Une once, c'est 30 grammes. Donc, c'était une monnaie. Et qu'est-ce qui s'est passé? Donc, les accords de Bretton Woods, je vais faire un peu mon prof, je pense qu'il y en a la moitié dans la classe qui connaissent. Donc, tout reposait jusqu'à 71 sur l'or. Est-ce que j'ai suffisamment d'or chez moi? Toc. L'or actuel, c'est les États-Unis. Mais on en a encore un peu. Hein. Donc, est-ce que j'ai suffisamment d'or chez moi pour garantir la convertibilité or de ma monnaie? Si j'ai suffisamment d'or, je peux dire, ben voilà, un écu, ben tu vas acheter du pain, etc. C'est comme si tu achetais en or. Il y a une convertibilité en termes de poids. Tu as le droit d'aller acheter du pain, du vin, du boursin. Tu payes en écu ou tu payes en or, c'est pareil, parce qu'il y a une convertibilité, il y a un signe égal. Voilà. Point. Et là, jusqu'en 1922, conférence de Gênes, eh ben c'était, il n'y avait pas des milliards de monnaies qui étaient convertibles en or. En gros, il y en avait deux. Nous, le franc, et nos ennemis intimes, les Anglais, avec la livre sterling. Et en 1922, c'est un peu boomer ce que je dis, mais la moitié du monde était soit anglais, soit française. C'est tout. On s'était réparti le monde et ses richesses. Sauf que, pour aller vite, en 1922, ben on sort de 14-18, on est ruiné. On est ruiné. Pas mal d'or est parti aux États-Unis se protéger, au chaud, et les États-Unis arrivent dans le jeu en disant bah, vous êtes bien gentils, voilà les Anglais et les Français, mais il y a nous maintenant. Bah, déjà, vous vous êtes tapé dessus là, avec les Allemands, quelques millions de morts, vous n'êtes pas en forme. Nous, on est jeunes, on est beaux et on a plein d'or parce qu'on vous a prêté de l'argent. On va rentrer dans le système et on va nous aussi devenir convertibles. Le dollar redevient convertible comme le franc et la livre sterling de 1922 à Bretton Woods, 44, juillet 44. Et là, tout va bien. Sauf en Europe, où on se retape dessus. Et on est ruiné. Et tout l'or, pendant la Deuxième Guerre mondiale, part aux États-Unis, à Fort Knox. Vous avez regardé James Bond ou Mission Impossible, ils en parlent tout le temps. Et voilà, donc on est en 1944, fin de la Deuxième Guerre mondiale. Deuxième constat que les Européens, ils sont sympathiques, mais ils commencent à nous embêter. Hein. Donc là, on arrête là. On arrête. Vous n'avez plus assez d'or pour garantir la convertibilité de vos monnaies. Donc vous êtes virés. Et la seule monnaie qui est as good as gold, c'est nous, le dollar américain. Et si vous n'êtes pas content, on vous laisse tranquille. Et de toute façon, vous ne vous relèverez jamais. Vous avez besoin de moi, le plan Marshall, etc. Oui, mais bon, Pierre Mendès France, John Maynard Keynes, oui, mais bon, quand même, c'est quand même la suprématie américaine. Oui, signez-la. Voilà, signez-la. Et puis vous retournez là-bas et puis vous essayez de reconstruire un peu votre pays là. Et là, ça va passer de Bretton Woods jusqu'à 1971, le 15 août, Nixon. Seul le dollar était as good as gold. Et tout allait bien, pendant les 30 glorieuses, en gros. Hein, on était mais c'est les États-Unis qui finançaient la croissance mondiale. Et cette croissance mondiale, parce qu'ils avaient la chance d'avoir une monnaie qui était le dollar, qui était convertible en or. Nous, déjà, on devenait dépendant du dollar. Alors, De Gaulle faisait quelque chose qui n'était pas très sympa, c'est qu'il demandait, lui, la convertibilité or. Il demandait aux États-Unis, vos dollars, je m'en fous, donnez-moi, pour 35 onces d'or, donnez-moi $1. Et voilà ce que ça fait. Et il y a eu énormément d'or qui est parti des États-Unis. Je caricature un peu. Ça a énervé les Américains. Et hop, Richard Nixon, 1971, plein été, on arrête.
on n'est plus capable. On n'est plus capable de garantir cette convertibilité. Il y a eu des échanges, l'Europe est remontée en puissance, on est en 70, donc le Japon est monté en puissance. Donc nous ne sommes plus les seuls acteurs majeurs dans le monde, on a maintenant des petits copains. Donc on arrête la convertibilité or et on va laisser l'or, comme un actif normal, vivre sa vie. Et la vie de l'or, L', c'est, donc on est en, là vous avez vu, hein, ça ne fait que monter, on est en 2025 à 34 000. Ok, donc j'ai plus récent, voilà. J'ai plus récent, l'once d'or, donc, qui était à 35 $ en 1971, et ben hier, elle était à 3 964 $. L'once d'or, 1971, 35 $. Hier, 3 964 $. Eh bien, ça veut dire que les monnaies ne peuvent pas être convertibles en or. Ce n'est pas possible. Personne n'est aussi riche. Personne. Et l'or est une valeur dite refuge, mais ce n'est pas une monnaie. Ce n'est même pas un instrument d'échange. Je reprends mon exemple du pétrolier. Les pétroliers qui quittent l'Arabie Saoudite ne sont pas payés en or. Ils sont payés en devises. Donc, c'est une matière première qui a plein de qualités, qui est jolie, qui est pure, etc. Mais ce n'est pas une monnaie. Et c'est pour ça aussi qu'elle s'envole. Et pourquoi elle s'envole? Parce que les stocks d'or, on postule qu'ils sont finis. Finis au sens, un stock fini. Hop, parallèle avec les crypto-monnaies. Parallèle avec le Bitcoin. Le Bitcoin est un stock fini. Jamais il n'y aura plus que 21 millions de Bitcoin en circulation dans le monde. Jamais. Ça a été pensé dès 2008. Les mineurs travaillent à la sécurisation de la blockchain, avec leurs petits ordinateurs, etc. Et ils sont récompensés par des bitcoins. Sauf que tous les 4 ans, au lieu d'être au tout début, je crois qu'ils avaient 50 bitcoins par sécurisation, par bloc en gros. 4 ans après, ça passe à 25. 4 ans après, ça passe à, ils appellent ça le halving. 4 ans après, ça passe à 25, 12. 4 ans après, ça passe à 6. Et là, on doit arriver en 2024, le dernier halving, on était à 3. Et le prochain, donc, ça va être en 2028. Ce sera le dernier, on sera à 1. Donc, ça veut dire que le stock de Bitcoin dans ce qu'il a été pensé en 2008 est fini. Il n'y en aura jamais plus que 2 millions quelque chose. On va voir le chiffre exact. Et c'est ça le parallèle avec l'or. C'est que c'est un stock fini. Donc, rassurant. En 2140, on sera arrivé à la fin, au dernier Bitcoin qui rentrera en circulation. Comme récompense des fameuses fermes de minage qui travailleront sur la blockchain. Bon, et on en aura, en tout et pour tout, combien ils ont dit? 1 milliard liquidé, 104 milliards. Hop, 21 millions, je crois. Voilà. On aura 21 millions au maximum. Et c'est comme le stock d'or. Hein. Le stock d'or industriel ou le stock d'or monétaire, peu importe. On sait à peu près combien de milliers de tonnes on a sur Terre. Donc ça suffit. Ça suffit pour savoir que c'est un seuil supérieur qui garantit le fait que... Alors c'est une vision très passéiste. Hein. S'il y avait des économistes monétaires dans la salle, je pense que j'aurais déjà reçu des jetons. C'est une vision très passive, mais c'est passé, sauf que c'est la réalité actuellement du Bitcoin et des autres crypto-monnaies. Ce qui garantit bizarrement le caractère refuge de l'or, c'est que ce soit un stock fini. Voilà. Et le parallèle, il a été pensé dès 2028 avec le Bitcoin en disant, voilà, on part avec telle génération possible de Bitcoin quand vous travaillez au minage de la chaîne de blocs, mais un jour, il n'y en aura plus. Puisque tous les 4 ans, je divise par 2 vos récompenses. Et donc là, en 2140, il n'y en aura plus.
Mais 2140, et après, c'est une croissance à la marge. Hein. Donc les 21 millions, ils seront déjà atteints en 2040, un truc comme ça. Un bitcoin, c'est 95 000, je crois. 95 000 $ en ce moment. 95 000 $. Donc vaut mieux qu'il n'y en ait pas trop. Hein. Donc, pour revenir à mon histoire d'or, oui, bizarrement, l'or comme monnaie refuge, eh ben, elle a joué ce rôle jusqu'aux années 70, puis après, ce n'était plus possible de se baser sur ce stock d'or, puisque ça ne finançait pas la croissance mondiale. La croissance mondiale n'était pas finançable avec un stock d'or fini. Sauf que la réalité des stocks actuels, eh ben, alors les stocks d'or monétaires, et non pas industriels, eh ben, c'est toujours les États-Unis, puis l'Allemagne, l'Italie, France. D'accord? Donc c'est États-Unis, Europe. Hein. États-Unis, Europe. La Russie, la Chine, Suisse, Inde, Japon, etc. Donc là, vous avez quasiment tout l'or du monde. Mais l'or monétaire, celui qui est stocké dans les banques centrales, dans les réserves des banques centrales. Et qui sert à quoi? On ne sait pas. On ne sait pas. On ne sait pas parce que les monnaies ne sont plus convertibles en or. C'est juste pour dire, bah, vous avez des États ici qui sont riches. Si l'État est riche, eh ben, c'est que son économie fonctionne et que l'économie peut garantir la pérennité de la devise. Voilà. Vous n'avez pas le Soudan. J'ai rien contre le Soudan. Hein. Vous n'avez pas le Soudan, vous n'avez pas le Bénin, vous n'avez pas le Laos. Et si le Laos, qui est un pays fantastique, nous amène de la monnaie ici pour acheter tel et tel objet, non. On va dire non. Et ce n'est pas parce que le Laos n'a pas d'or. C'est parce que le Laos n'a pas d'économie derrière. Donc, oui, il y a un parallèle entre l'or stocké, mais qui ne sert à rien, sauf à garantir une espèce de contrat de confiance. Rappelez-vous mon fameux tiers de confiance humain. Ben, le tiers de confiance humain, il est là. Alors, donc, oui, il y a une disruption, parce que la valeur de l'or, elle a maintenant totalement explosé. Elle va continuer à exploser, il n'y a pas de problème, hein, puisque justement, le stock d'or mondial est fini. Et la valeur du Bitcoin explose aussi. 50, 100, elle a 95 000. Jusqu'où? Eh bien, on n'en sait rien. Les arbres ne montent jamais jusqu'au ciel. Mais on sait qu'en ce moment, cette rareté fait la valeur de la devise. Et c'est le paradoxe, c'est que le dollar, lui, qui est la monnaie mondiale par excellence, ne repose justement sur la non-rareté. Donc là, vous avez vraiment, et c'est pour ça que je parle de disruption, vous avez vraiment deux systèmes qui s'affrontent. Le dollar qui repose sur rien et qui est fortement endetté, mais il n'y a pas de stock derrière. La seule garantie, c'est que l'économie américaine est probablement capable de rembourser un jour. Nous, c'est pareil. Hein. Je crois qu'on est à 110% d'endettement du PIB. Ça fait un petit 3 000 $. Ça fait un petit 3 000 milliards. 3 000 milliards, c'est ça? 3 000 milliards. Bon, ben on peut rembourser. Hein. On peut. Le problème, c'est en combien de temps, mais on peut rembourser. Le patrimoine, l'économie française en flux et le patrimoine français en stock peut largement rembourser ça. Le Japon est endetté à 150-160% du PIB. Le vrai problème, il est comment? Quand? Alors, si les créanciers disent « vous remboursez maintenant », là, on va vers la banqueroute. On ne peut pas. Cessation de paiement. Mais si les créanciers ne le feront pas, ils ne le feront pas, parce que si on ne peut pas rembourser, ce n'est pas la peine de nous le demander. Et parce que s'ils nous le demandent et qu'on ne le peut pas, là, on rentre dans un système qui est très dangereux, qu'a connu la Grèce, qu'a connu l'Italie, etc., qui est les effets dominos. Donc, il n'est pas question qu'un créancier demande un peu trop, je suis un peu péremptoire, hein, mais il n'est pas question qu'un créancier, surtout pas la Chine, surtout pas le Japon, surtout pas les États-Unis, demande de façon un peu trop véhémente au Trésor français de rembourser ses bons du Trésor. Puisque ça, là, il mettrait le doigt sur une défaillance probable de notre système de remboursement. Et donc là, on rentre dans un effet domino super. On appelle ça un risque systémique, hein, avec l'ensemble des banques qui s'effondrent. C'est ce qu'a connu la Grèce. Sauf que nous, la France, on a la chance d'être protégés par l'euro. Donc par la bonne santé des économies, bah, maintenant italiennes, espagnoles, portugaises. Voilà. Si on était le franc français,
je pense que là, nos créanciers nous demanderaient rapidement le remboursement. Je pense. Le fait que l'euro soit cette monnaie mutualisée entre toutes les économies européennes, l'économie européenne qui est la deuxième du monde, avec surtout 350, 400 millions de consommateurs solvables, personne n'a intérêt, et surtout pas nos fournisseurs, personne n'a intérêt à ce qu'on s'écroule. La Chine n'a pas de marché intérieur. Elle n'a que nous et les États-Unis et l'Inde. Donc il n'est pas question de nous fragiliser. Elle le fera quand elle pourra se concentrer sur son marché intérieur, mais pas pour le moment. Les États-Unis, c'est pareil. Donc, c'est un peu facile de dire ça, mais too big to fail. Too big to fail. Et le big, c'est pas la France, hein, c'est l'euro. On a sauvé la Grèce, on a sauvé le Portugal grâce à l'euro, en mutualisant la dette. La Grèce toute seule s'en sortait pas. Mais on a mutualisé la dette de la Grèce et on a remboursé pour elle. Et bien là, c'est le cas actuellement avec nous. Le vrai problème de l'endettement, c'est quel est le patrimoine qu'il y a derrière. Hein, c'est le plus et le moins dans votre budget. Hein. Qu'est-ce que vous avez en face? Bon, là, on est toujours face à quelque chose qui est très compliqué techniquement, mais qui ne l'est pas institutionnellement. Hein. Derrière les systèmes de blockchain, vous avez des monnaies. Alors là, je vais rentrer dans les deux différences. Les blockchains publics, les blockchains privés. Public, c'est nous. Tout le monde a le droit de voir que Marc Bidan a prêté 100 € à Patrice Saint-André, qu'il l'a accepté et il m'a fait une transaction, on appelle ça un reverse, donc il met OK, j'accepte. Attention, hein, ça s'appelle du blanchiment sinon. Le A prête à B, B accepte de A. Hein, il y a les deux, dans une transaction, il y a les deux sens. Hein. Il y a l'émission et il y a la réception. Et c'est ça qui est important. Donc voilà, soit c'est public, tout le monde peut voir qu'il y a eu cette transaction, et ça la garantit finalement. Ou alors c'est privé, et seules les personnes habilitées, en gros celles qui sont déjà dans mon écosystème, ont le droit de le voir. Alors, ça c'est le problème. Vous ne vous rappelez pas de l'expérience de Facebook qui s'appelle maintenant Meta? Facebook a voulu lancer une petite crypto-monnaie qui s'appelait le Libra. Ça vous dit quelque chose? Hein? Elle est où? Alors, donc, le Libra, et après il s'appelait le Diem. Bon, globalement, je vais faire simple. Hein. Voilà. Pourquoi il s'est planté? Pourquoi Facebook s'est planté? C'est pas rien. Hein. Je crois que j'ai eu un petit moment de gloire parce que j'avais fait un article où je disais ça allait se planter. Donc j'ai été invité à France Culture. Ah ouais. Et moi j'étais face à un espèce d'économiste là qui me disait mais non, c'est pas possible. À l'époque c'était le Libra. Voilà. Radio France, ça devait être moi ça. Je ne fais pas mon mégalo, hein, c'est juste que je connais à peu près ce que je fais et ce que je dis, donc je vous donne le lien. Donc j'avais été à France Culture hein, avec des gens, et je dis ben non, ça ne marchera pas. Parce que c'est trop dangereux. Quand c'est des petits rigolos dans un garage qui bricolent et qui s'échangent quelques jetons, ça va, c'est pas méchant. Quand c'est une entreprise qui a 6 milliards d'utilisateurs actifs par jour, c'est dangereux. Parce que si Libra... moi, je dis que ça ne fonctionnerait pas parce que, d'une part, Zuckerberg n'était pas un idiot et il savait que c'était trop dangereux, il rentrait sur les plates-bandes des banques centrales, et d'autre part, je savais déjà que les banques centrales diraient non. Libra, c'était Facebook. Facebook, à l'époque, il ne s'appelait pas Meta. Juste après, il s'est encore planté avec le métaverse. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Parce que c'est pour ça qu'il s'appelle Meta. Parce qu'il croyait que le métaverse... Et d'ailleurs, c'était logique. Zuckerberg, il a lancé cette monnaie, Libra puis Diem, en croyant, ou en faisant croire, d'après moi, il faisait croire. En faisait croire que les gens allaient sur sa marketplace. Vous connaissez la marketplace de Facebook hein, c'est le bon coin. Hein. Sauf que 6 milliards d'utilisateurs d'une marketplace Facebook...
qui paierait en Libra, qui était une vraie fausse crypto-monnaie en fait, puisqu'elle était garantie blockchain privée que par Facebook. Mais c'était génial. En gros, la marketplace Facebook, vous y allez, hein, c'est gratuit. Hein. Eh ben, le prix, ça aurait été, je sais pas moi, vous vendez un vélo, ça aurait été $100 ou 80 Libras. Parce qu'à l'époque, la convertibilité, c'était $1 égale 1 Libra. Mais c'était génial. Sauf qu'on ne peut pas, les États-Unis ne pouvaient pas tolérer que 6 milliards d'utilisateurs, comme ça, d'un coup, quittent le dollar pour passer au Libra. C'est trop dangereux en termes de souveraineté. Donc, évidemment, il y a eu des bâtons dans les roues. Il a dû s'expatrier. Il a créé une association à Genève, la Libra Association. Les gros porteurs, il avait des partenaires comme Mastercard, comme Visa, etc., se sont retirés sur injonction des autorités monétaires. Et après, il s'est retrouvé tout seul. Et on lui a gentiment dit, soit t'arrêtes tes conneries, soit Meta va disparaître. Tu ne rentres pas sur la monnaie. On ne rentre pas sur ce terrain. Amazon ne propose pas de payer avec une e-Amazon monnaie. Et il pourrait. La plateforme Amazon, c'est des milliards d'utilisateurs par jour. Pourquoi ils ne proposent pas leur monnaie? Même leur monnaie virtuelle, pas forcément sur une blockchain. Parce que c'est dangereux. Parce que là, on rentre sur les plates-bandes des autorités financières, donc des États. On touche à la stabilité de l'État et donc celle du dollar, etc. etc. Et là, je me rappelle très bien, et en face de moi, il y avait une économiste qui était sympathique, hein, qui était spécialiste de la banque libre, mais elle avait, je ne suis pas méchant, mais elle n'avait pas compris que ce n'était pas une banque. On ne parle pas d'une banque. Facebook n'est pas une banque, c'est une entreprise privée. Elle n'en a rien à faire de faire des prêts. C'était juste un instrument de paiement. Sauf qu'en court-circuitant le dollar, elle mettait sur le marché une crypto-monnaie avec une blockchain privée, mais très très simple, hein, très simple. Mais ça allait juste faire 6 milliards de transactions potentiellement par jour en autre chose que le dollar. Donc c'est pas tolérable, c'est tout. Parce que là, en termes de régulation, je dis non. Interdiction. Et c'est facile d'interdire. Une transaction libellée en Bitcoin, en Libra, en Ethereum, en Ripple, n'est pas légale. Vous voulez acheter votre maison en Bitcoin? Ok, très bien. L'acheteur ne sera pas propriétaire officiel de la maison. Arrangez-vous si vous voulez. Mais moi, État français, je ne reconnais pas le caractère légal de cette transaction. On a le droit, vous avez le droit de me prêter, de me vendre une chaise. Moi, j'ai le droit de vous vendre cette bouteille d'eau. Mais là, il n'y a pas de transaction. Il n'y a pas de tiers de confiance. On peut échanger. On a le droit d'échanger sur le bon coin. Mais il n'y a pas de tiers de confiance qui intervient quand je vends cette bouteille d'eau ou quand j'achète une chaise. Quand un tiers de confiance intervient, il garantit la validité, l'authenticité, la légalité de la transaction. Pas de la monnaie, de la transaction. Or, c'est facile de dire, si la transaction n'a pas lieu en autre chose que l'euro, je ne la garantis pas. Vous faites ce que vous voulez, mais moi, légalement, je ne veux pas le savoir. Vous n'êtes pas le propriétaire, vous n'êtes pas le vendeur. Et là, c'est fini. Donc cette histoire-là de blockchain public, blockchain privé, toutes les entreprises Amazon a essayé, la Chine a essayé le yuan, etc. Mais la Chine, elle est embêtée parce que la force commerciale de la Chine, c'est que le yuan soit sous-estimé, sous-évalué, sous-estimé. La Chine est un vendeur. Pour vendre, il faut que les biens soient accessibles et pas chers. Donc, il faut que le yuan soit pas cher par rapport au dollar. Et Trump n'est pas content parce que le yuan est sous-évalué, sous-estimé. Il voudrait qu'il monte, qu'il monte. Non, les Chinois n'ont pas intérêt. Ils le feront quand ils auront un marché intérieur qui leur garantira que leur économie peut tourner rien qu'avec le milliard de consommateurs. Pour le moment, ce n'est pas le cas. Donc, le yuan doit être faible. Doit être faible. Le dollar doit être faible. Les États-Unis sont des exportateurs. Et nous, on est des acheteurs. L'euro, donc on peut se permettre, on est des acheteurs, on a besoin de pétrole, donc on peut avoir un euro qui est sur... Actuellement, l'euro, c'est 1,15 $, un truc comme ça. Hein, c'est beaucoup, c'est beaucoup. 15% de plus que le dollar, c'est beaucoup.
alors que l'économie européenne n'est pas 15% plus puissante que l'économie américaine. Mais après, ce sont des stratégies monétaires, stratégies budgétaires, stratégies financières qui expliquent que les monnaies sont des instruments politiques avant d'être des instruments économiques. Et les cryptos, c'est un instrument politique. Et celui qui n'a pas compris ça, eh ben, n'a pas compris que les institutions n'ont rien à gagner à ce que cette token économie prenne le pouvoir. Tant que c'est un NFT sur un mur ou sur un Picasso, tant que c'est un diplôme, c'est rien, c'est pas méchant. Mais quand c'est une monnaie, quand ce NFT renvoie à une monnaie, là c'est méchant. C'est méchant en termes de souveraineté. On fragilise les États en proposant une monnaie parallèle, alternative, qui est un risque de fragilisation de l'ensemble du système. Ben vous allez en Afrique et vous savez ce que c'est que la mauvaise monnaie qui chasse la bonne. Hein. On ne peut pas regarder l'expérience Bitcoin au Salvador. Non, on ne peut pas postuler qu'une monnaie est autre chose qu'un instrument politique. On peut avoir un instrument de paiement. Un instrument de paiement, ça peut ne pas être une monnaie. Quand vous allez au Club Med, vous avez des boules. Il y a un collier de boules, là. Eh ben, c'est un instrument de paiement. Ouais, bonjour, barman, je veux un mojito, 2 boules. Des coquillages. C'est un instrument de paiement, ce n'est pas une monnaie. Ça repose sur le gré à gré. Le troc, je t'échange un ordinateur contre un vêtement. C'est du troc. Donc là, il y a un moyen de paiement, un instrument de paiement, mais la monnaie, c'est une réserve de valeur qui repose sur une économie. Si cette économie se casse la figure, ou si elle est fragilisée, la valeur diminue. Faut que je regarde l'heure. Oh là là, fallait me dire. Bon, bah, je vais arrêter. Hein. Ça tombe bien. Ça va être... Non, mais j'ai plein de trucs. Si vous voulez, vous m'envoyez un mail et je vous envoie le... J'en ai plein. J'avais des super graphiques à vous montrer. J'ai l'actualité. Bon. Hop, le marché des cryptos qui... Oui, ça augmente. Oui. Le nombre de pays qui proposent des... Alors voilà, maintenant, les pays vont essayer de contrer en proposant leur crypto à eux, leur crypto officiel. Mais ça ne marchera pas. Crypto officiel, ça ne peut pas marcher. Mais on va s'y mettre. Oui, les adultes. Oui, OK. On n'a pas beaucoup de chiffres, mais oui. La capitalisation de... Alors, stablecoin, c'est une monnaie crypto stable. Parce que la forte volatilité des cryptos fait que ça fait peur. Donc, on a inventé des stablecoins qui sont basés sur, par exemple, $1 ou €1. Ça, c'est peut-être l'avenir. Ça, j'en parle pas. Bon, je vais arrêter là-dessus. Regardez, hop, les définitions et les sites que j'ai utilisés. Je répète, peu importe la technique, peu importe l'informatique, peu importe les disruptions, si les crypto-monnaies restent des instruments de paiement, tout le monde sera content. Dès lors que les crypto-monnaies deviennent des crypto-monnaies, là, elles vont rentrer dans des terrains de jeu des grands, et probablement qu'on va gentiment leur dire ce qu'on a dit à Mark Zuckerberg. Là, tu arrives sur la souveraineté d'un État, et tu deviens dangereux. Donc moi, je pense, j'ai beaucoup de respect j'ai plein d'étudiants qui sont dans les cryptos et tout. J'aime bien. À Nantes, en plus, il y a des gens qui font des choses bien et tout, très inventives, originales, sur l'art, sur les contrats, sur la logistique et tout, sur évidemment des monnaies. Il y en a des milliers, hein, des crypto-monnaies. Tant que ça reste des instruments de paiement, un peu obscurs, je pense que ça ira. Dès lors que, et c'est ça le paradoxe de ma conférence, et c'est pour ça que je dis disruption, dès lors qu'il y aura disruption et qu'elles seront institutionnalisées, là, ça ira beaucoup moins. Et je pense qu'on fera... vous avez qu'à écouter Christine Lagarde. Quand vous avez marre de Marc Bidan, écoutez Christine Lagarde, elle vous explique exactement ce qu'elle veut faire du Bitcoin, c'est-à-dire le tuer. Point. Merci. Merci beaucoup.